Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ciné-Mémoire, l'émission qui parle de cinéma et de mémoire. Bien sûr, visite du pape oblige, nous allons aujourd'hui parler des documentaires sur deux figures qui ont été très présentes lors de la visite du pape Léon XIV. Et bien sûr, on va parler de l'émir Abdelkader et aussi de Saint-Augustin à l'écran. Comment ces deux figures historiques et spirituelles aussi ont été adaptées ou mises en image dans les documentaires et les films. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un des participants à cette filmographie imposante sur les deux figures historiques, Mohamed Kitita, producteur, réalisateur et ancien assistant réalisateur des grands réalisateurs qui ont fait justement des films sur ces figures. Bienvenue Mohamed. Très heureux d'être parmi vous. Voilà, c'est une occasion où on peut s'exprimer avec aisance dans cette émission, surtout quand on parle de deux grandes figures. Deux grandes figures historiques comme Saint-Augustin et l'émir Abdelkader. D'abord, en tant qu'intellectuel, mais aussi cinéaste, que représente pour vous cette visite du pape dans un paysage justement médiatique, culturel et surtout religieux, empreinte de paix et de bienséance? Ben justement, le passage du pape, qui est une première en Afrique, même en Algérie surtout. En Algérie surtout. Surtout oui. En Algérie. Ouais. Parce que le monde est en effervescence. Et là, sa visite prouve que l'Algérie est une terre de tolérance de toutes les religions. Et puis voilà, donc le fait qu'il est là, qu'il retourne en allant vers ses ancêtres, Saint-Augustin, c'est une preuve justement de reconnaissance de cette tolérance et qui a un attrait direct avec notre grand Abdelkader, l'émir Abdelkader, qui a laissé ses empreintes à Damas. Beaucoup de gens se posent la question justement, quel lien y a-t-il entre les chrétiens et l'émir Abdelkader? On va justement en parler aujourd'hui dans cette émission. On en a parlé pendant ces 2 jours parce que l'émir Abdelkader est un personnage connu pour sa paix, sa tolérance envers les autres religions, mais il est surtout connu pour avoir sauvé des chrétiens lors des conflits au Moyen-Orient. Avant justement de commencer le débat, on va passer la bande-annonce du documentaire, l'un des documentaires les plus imposants sur l'histoire et la vie de l'émir Abdelkader, je veux dire le film de Selm Brahimi qui a été très bien accueilli, qui a eu beaucoup de succès et qui a justement donné cette image qu'on ne connaît pas trop sur l'émir. On écoute. كاين حكايات فاتت الحكايات وكاين ايام بعيدة تقرب لينا اكثر من البارح. كاين اسماء رجال فاتت الرجال وهذه هي القصة بالذات. احداثها تبدا في جزائر القرن 19 ومتواصلة لايامنا. هذه القصة تحكي على راجل اسمه عبد القادر وهذه القصة فيها اكثر من حكايته هو. L'émir Abdelkader a des origines de Shorafa. On sait que l'émir Abdelkader était un grand cavalier. Ce qui est étonnant chez l'émir, c'est qu'il n'a jamais perdu cet ancrage profond dans le principe de l'unité. Il ne veut strictement rien de ce monde. On ne peut pas l'acheter. Il a imaginé une capitale qui se déplace au gré des combats.
Voilà, c'était le documentaire fiction aussi, hein, puisque c'est un film artistiquement beau qui a été fait un petit peu avec de la mise en scène, de la reconstitution, mais aussi de l'animation et aussi bien sûr des témoignages des principaux, disons, experts et spécialistes de la vie de l'émir Abdelkader. D'abord, votre avis sur le documentaire et quel impact a ce film sur la médiatisation de l'image sur l'émir? Parce qu'il y a eu beaucoup de documentaires, c'est le seul qui a eu un impact considérable et surtout qui multidiffusaient sur la télévision publique, mais aussi dans les festivals et également sur YouTube. Ce qui est remarquable dans ce documentaire, c'est que il a multiplié les rencontres, c'est-à-dire qu'il a été même sur les lieux, à Amboise, il a été à Damas, et la représentation aussi de l'infographie a fait enrichir l'animation, beaucoup plus l'animation. Et donc, même l'infographie, entre autres. Même si elle était simple, hein, simpliste. À l'époque, il ne faut pas oublier que le doc, il a plus de 10 ans, hein, quand même. Hein. Justement. Donc, ce qui fait que ça a fait que le film était très enrichi par ces images, par l'histoire, par la narration aussi, qui était Derja. Donc, elle nous a. Il a utilisé comment il s'appelle, le chanteur de Gnawa Diffusion. Mazir Keteb. Voilà. C'est lui qui faisait le commentaire. Et là, on se sent vraiment algérien parce qu'on est dans cette optique algérienne. Et puis, le fait de faire des reconstitutions, de parler un peu de l'histoire de l'émir en Algérie et dans ses déplacements, ça a été vraiment, pour moi, c'était très enrichissant par rapport à ce que j'ai vu avant. Voilà. Beaucoup de spécialistes à l'étranger, notamment les pays, parce que le film a été doublé en anglais, diffusé dans les festivals en Amérique du Nord et en Europe. Beaucoup ont découvert justement un chef historique méconnu parce qu'il n'y a pas eu de film sur l'émir, il n'y a pas eu de documentaire de cette qualité cinématographique. Vous pensez que c'est important justement d'avoir une production de haute qualité pour faire connaître un personnage historique à l'image de l'émir? C'est ce qu'on attend d'ailleurs, je pense. Oui. Le monde entier attend que ce film ou un ensemble de documentaires se fera dans les grandes conditions de production hollywoodiennes, même s'il le faut. Et donc le film, c'est le personnage qui est au centre. Le personnage de l'émir Abdelkader reste une curiosité, reste quelque chose. Il est accessible par ses gestes, ce qu'il a fait dans son parcours. Et puis ça reste toujours à ce qu'on découvre ce personnage. Et surtout que ce personnage n'est pas loin. C'est du 18e, 19e siècle. Tout à fait, oui. Donc on n'est pas loin. Et ça, c'est l'identité algérienne. On cherche toujours à mettre l'identité algérienne en premier, avec une série de films ou le film dont on attend la préparation. Fiction, oui, exactement. Fiction. Alors il y a eu quand même 5 documentaires sur l'émir Abdelkader. Il y a un documentaire que je n'ai pas vu et qui a été présenté au festival du film arabe d'Oran de Akram Adouani, l'émir Abdelkader, un film documentaire qui se focalise justement sur l'œuvre de l'émir à Damas, où il a sauvé plus de 15 000 chrétiens. Il y a également le film de Ali Fatah Ayadi qui parle un petit peu pas de l'exil, mais de l'emprisonnement des partisans de l'émir dans l'île de Saint-Jacques, je crois. Et puis, il y a bien sûr le documentaire dans lequel vous avez participé et qui est réalisé par Mohamed Hazourli, Hulm al-Nusur, qui est le rêve de l'émir Abdelkader un petit peu, puisqu'il revient un petit peu au rêve qu'avait fait son père, si je ne me trompe pas, où il rêvait d'un faucon blanc qui arrive et qui annonce la venue d'un prince ou d'un émir. Oui, comme si c'était un beau présage. Un beau présage. Et c'était à l'époque où il était à la Mecque avec son fils. Exactement. Donc, dans ce film aussi, dans ce documentaire qui n'a pas été très diffusé. Très diffusé, oui. Qui a été réalisé dans le cadre de Tlemcen 2011. En 2011. Voilà, moi j'ai participé comme premier assistant avec
mon ami Hazourli. Donc on a fait à peu près Mascara, on a fait tous les passages où l'émir a posé ses tentes, si on veut dire. Exactement, oui. Donc voilà, parce que après ça c'est devenu une smala qui se déplace. Une smala qui se déplace, c'est la seule capitale qui se déplace en fait. Il n'avait pas le choix parce qu'on a détruit presque toute la smala avant son siège. Et donc le film nous a vraiment, j'ai été vraiment touché par la stratégie qu'avait l'émir Abdelkader. Il se focalisait essentiellement dans des endroits où il fallait une mainmise sur ces terres qui étaient prises par les colons. Il fallait reconquérir voilà, surtout, parce que quand on va vers Sebdou, on va vers le côté ouest, et on va jusqu'au sud, jusqu'à Biskra. Donc c'est le passage, on se dit comment il a fait, comment il a pu supporter, comment cette smala pouvait se déplacer. Donc c'est toute l'ingéniosité et le génie de cet homme. Alors dans ce film, on parle beaucoup plus de sa poésie, c'est rare. Donc tout ce qu'il avait écrit sur la poésie, sur la philosophie, sur le spirituel, donc on le retrouve dans ce film. C'est beaucoup plus dans la narration. Et on a fait quelques reconstitutions de quelques petites batailles comme ça, parce que bon, les moyens, c'est beaucoup plus... Quelle bataille vous avez reconstituée? Beaucoup plus une préparation de bataille. C'était pas... Et le retour de... Parce que lui, il n'avait pas assisté à la smala. C'était le retour, vers la smala. Donc quand il a retrouvé tout était détruit. Notamment sa tente et sa bibliothèque. C'est ça qui lui a fait vraiment très très mal. C'est une perte énorme pour l'émir, qui était un philosophe, un érudit de la philosophie et de la poésie. Justement, c'est ce volet qui est méconnu chez l'émir, surtout ici en Algérie, c'est ce côté intellectuel, d'érudit, de savant, de poète, de philosophe aussi, puisqu'il était très... proche de Ibn al-Arabi quand il était à Damas, mais également c'est un intellectuel qui, entre guillemets, dévorait des livres. Il avait dans sa smala plus de 5000 livres qui ont été pratiquement totalement volés par le duc d'Aumale à l'époque. Est-ce que vous considérez que c'est une partie qu'on devrait mettre en valeur? Parce que on connaît l'émir guerrier, on connaît l'émir... soufi, religieux, on connaît l'émir diplomate, on connaît l'émir un petit peu poète, mais on ne connaît pas l'émir un petit peu intellectuel au sens propre du terme. Oui, il a écrit quand même des livres, hein, donc Mawaqif de l'émir, oui. C'est position. C'est une position, voilà. Donc il tenait beaucoup à ce que. En plus, ce qui est étonnant en lui, c'était qu'il écrivait qu'en arabe. Oui. Et donc, même les traducteurs étrangers venaient voir un peu ce qu'il écrivait. Il traduisait un peu ce qu'il écrivait en arabe. Donc, c'est pour montrer un peu le degré d'intellectualisme qu'il avait, l'émir. Donc, il avait un respect de Churchill quand il faisait son interview avec Spencer Churchill, oui. Beaucoup de chercheurs, de poètes, d'écrivains venaient le consulter et venaient voir ce qu'il écrivait, venaient lire ses écrits. Voilà, c'est là où on retrouve un peu l'émir, écrivain, l'émir qui a ce potentiel d'intellectuel avant d'être le guerrier, le diplomate. Le résistant et le diplomate. Voilà. Oui. Alors, si on jette un coup d'œil sur un petit peu le parcours de l'émir Abdelkader, quel est, d'après vous, en tant que réalisateur, hein, en tant que scénariste, puisque vous avez quand même fait pas mal d'écoles de cinéma en France et un petit peu en Europe, d'après vous, quelle est la partie qu'il faudrait mettre en valeur et qui mérite d'être mise en valeur? Je dirais toutes les parties, mais pour un long métrage, il faudrait réduire. Donc, je pense qu'on pourrait parler de 3 volets. Oui. Le premier volet, c'est juste après quand il a pris
le pouvoir, Les armes, c'est-à-dire oui. après. Oui, en Après plus, la- le Moubaïa. Moubaïa. Ouais, Donc le Moubaïa. Moubaïa, c'est le départ, c'est Ouais. le côté C'est là guerrier. qu'il a constitué un petit peu son pouvoir et son état, si on peut dire. Il était obligé. Oui. Donc on l'a obligé, c'est-à-dire qu'il n'était pas fait pour ça, Mhm. mais la responsabilité, enfin c'est ça l'Algérien. L'Algérien, il a ça en lui, dans son ADN. Donc quand il a le pouvoir de faire quelque chose pour sa terre, pour son pays, il le fera. Donc Ouais. lui, il a pris ça dès le départ au sérieux. Donc il savait que la responsabilité que son père, Mahidine, ne pouvait pas accéder à la suite de cette résistance qui a commencé en 1832. Donc après le Moubaïa, il y a eu ça, et plus le deuxième volet, je pense qu'on on va aller vers le départ, l'emprisonnement de l'émir Abdelkader à Amboise, ce calvaire qu'il avait enduré pendant 5 ans Mhm. de captivité. Il faut le faire parce qu'il faut vraiment résister à ça. Et le troisième volet, je pense que c'est Damas. C'est quand il a pu sauver quand même 15 000 chrétiens. Dans l'histoire, aujourd'hui, on la voit avec le passage de Saint-Augustin, enfin le pape, en oui. Algérie. Donc voilà, ces trois volets, je Et les pense. chrétiens sont à ce jour reconnaissants justement de l'œuvre de l'émir Abdelkader. Beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques évoquent justement l'action humanitaire de l'émir Abdelkader qui devient aujourd'hui une référence en matière de tolérance, d'humanisme et même avant même l'existence du pacte de Varsovie et de Genève, etc. Donc c'est disons, un symbole ou une icône justement de la paix et de la tolérance. Ouais, on ne peut pas dire le contraire parce que la preuve, elle est là, Oui. elle est dans l'histoire et c'est pas nous qui la racontent, c'est les étrangers beaucoup plus, c'est les pays, quand on voit un peu occidentaux, beaucoup plus, ils sont vraiment reconnaissants de ce qu'il a fait, l'émir, pour la paix et pour la tolérance, pour les approches des religions aussi. C'est surtout ça, c'est ne pas avoir cette haine entre les religions et le fait de discuter, de parler du christianisme, de l'islam, d'autres religions. Et c'est ça, l'émir était pourvoyeur de ces idées-là. Donc, oui. Mohamed, on s'est rencontrés à une conférence justement sur le rôle de la religion au cinéma ou comment est représentée la religion au cinéma. On avait vu justement un parallèle entre un film iranien et un film, le film de Mustafa Al-Aqad, Risala. D'après vous, justement, pourquoi le cinéma hésite à mettre en valeur l'islam? Est-ce que c'est le fait de la non-représentation de certaines figures de l'islam et en premier lieu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est à cause des barrages iconiques, parce que le problème, c'est qu'on refuse de représenter certains compagnons du prophète à l'écran. Aujourd'hui, les Iraniens, contrairement à certains pays arabes, n'ont pas de complexe et montrent un petit peu les compagnons du prophète sans aucune interdiction, parce qu'ils pensent que c'est représentatif, qu'il faut parler de l'islam avec l'image d'aujourd'hui. Ouais. Ben, ouais, ça a été vu dans déjà le film de Risala au départ, dont vous avez écrit le livre. Ouais. Et vous avez bien décrit le parcours. Mais après, ça a changé, parce qu'il ne faut pas oublier, Risala, c'était en 1975. Les idées étaient déjà assez fixées. Ouais. À l'époque, l'Azhar avait donné son accord. Après, il a fait marche arrière. Quand ils ont vu le film, ils ont dit, par exemple, Hamza ne pouvait pas être montré à l'écran parce que parmi les 10 personnalités islamiques qui sont promis au paradis. Donc, c'est assez complexe de faire du cinéma parfois quand on est face à disons, à des visions ou comment dirais-je, des stratégies qui mettent en valeur l'image et l'icône des personnages qui ont fait quand même un parcours durant la naissance de l'islam. Hamza aurait pu être
le héros de plusieurs films. Mais depuis cette histoire, on n'a pas fait de film. Mais par la suite, le feuilleton Omar, le feuilleton qui a été produit à l'époque par les Qataris et les Saoudiens, avait autorisé la représentation de tous les compagnons du prophète, à commencer par Abu Bakr, Ali et Uthman bin Affan. Donc le problème ne se pose plus, même s'il y a toujours la ligne rouge de représentation du prophète. Oui, c'est le problème idéologique. Hein. Oui, c'est le mot que je cherchais, Oui, le problème idéologique. Le problème idéologique qui est tout le temps, qui refait surface. D'accord, ok. Je pense qu'il est important aujourd'hui justement de faire comment on appelle ça, une révision des stratégies cinématographiques arabes et par rapport aux avancées de la pensée islamique. Voilà, on va continuer le débat après une petite pause musicale, bien sûr. C'est un petit peu le fait de la radio. C'était Meriem Sultan avec la très belle chanson Le Boulboul Ghanna. Voilà, c'était une façon aussi de parler du rôle de la musique dans les films comme ça, religieux et historiques. C'est très important la musique. J'ai vu un petit peu pas mal de films historiques. La musique reste un aspect déterminant dans la mise en scène justement cinématographique. Effectivement, la musique, ça devient après un personnage du film. Oui. Surtout quand on parle d'un personnage comme l'émir Abdelkader. Donc ça va être un choix très, très minutieux sur le compositeur qui va avoir ce rôle. Qui va avoir ce rôle. Mais justement, il n'y a pas que le compositeur, il y a aussi, éventuellement, on parle beaucoup de poèmes de l'émir et il y a Nassima Chaban qui a chanté les poèmes de l'émir. Ces poèmes ont été interprétés par des chanteurs andalous, mais aussi des chanteurs de musique arabo-musulmane. C'est important aussi de mettre en image et en son et surtout en musique les poèmes de l'émir. Ah oui, là on va découvrir ce côté-là, surtout si ça passe en musique et en paroles. Donc je pense que ça fera vraiment une première même dans un film historique. Oui. Donc je pense que ça peut apporter beaucoup pour le film. Voilà. Alors on va parler un petit peu aujourd'hui aussi du documentaire ou des films sur Saint-Augustin, l'autre personnage important, spirituel, historique, qui a connu l'Algérie. Bien sûr, c'est pas la même période, hein. C'était juste après la chute de l'Empire romain. Saint-Augustin, qui était une figure importante du christianisme et qui est né à Tagaste à l'époque, Soukharas actuellement, et qui aujourd'hui a été un petit peu le déclencheur de cette visite du pape, puisque le pape est on dit un augustinien. Il suit un petit peu le parcours et va sur les traces de Saint-Augustin. Et bien sûr, ce personnage a été mis en image, on ne le sait pas beaucoup, mais il y a eu 2 longs métrages fiction, contrairement à l'émir, il n'y a pas eu de fiction, mais Saint-Augustin a eu droit à 2 fictions, justement. L'un des films qui a été réalisé par Christian Duguay en 2010, et puis le film algéro-tuniso-égyptien de Ahmed Seif, et qui était coproduit entre l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Vous avez vu ce film. D'après vous, qu'est-ce qui ressort de ce film que le public, malheureusement, n'a pas trop découvert? J'ai même participé comme assistant réalisateur. Assistant réalisateur, aussi. Oui. Parce que j'ai vu que les tournages se faisaient à Tagaste, justement. Tagaste, à Soukharas. Et puis j'ai découvert après sur les ruines romaines aussi. Voilà. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, mais on a utilisé certains décors. Donc le film en parle beaucoup plus. Ça parle de c'est un journaliste qui revient chez lui après tant d'années d'exil et qui va retrouver sa famille, il va en parler, il va découvrir après c'est un flashback. C'est un flashback sur l'histoire de Saint-Augustin. Saint-Augustin. Donc on découvre après joué par un Tunisien à l'époque. Oui, un Tunisien. L'acteur tunisien. L'acteur, il y avait même Bencheni aussi. Ahmed Bencheni, le journaliste, qui joue le rôle du journaliste. Oui. Et on découvre aussi,
c'était une belle image quand on mange. Sur le plan photo, c'est une belle photo, image. On parle un peu de sa vie, comment il vivait dans cette cité, parce que c'est ça le plus important, c'est de reconstruire Sogaras à l'époque. Il fallait l'époque romaine. L'époque romaine en Algérie. Donc je pense que le tournage a été fait en Tunisie, beaucoup plus sur le côté décor. Et les vrais décors naturels ont été tournés en Algérie, avec une bonne partie. Donc l'histoire, ça parlait un peu de son enfance, comment il a sa jeunesse aussi. Et donc on voit aussi que l'Algérie, cette terre, a vu naître des grands penseurs, que ce soit sans mettre dans la religion, hein, que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Donc il a pu véhiculer cette image de tolérance et d'approche avec les autres religions. L'autre film, bien sûr peu connu chez nous, puisqu'il n'est pas sorti en Algérie, s'appelle Augustine of Hippo, Augustin de Hippone, de Annaba, en lettres françaises, réalisé par Christian Duguay. C'est une mini-série italienne qui met en scène Alessandro Pereosini dans le rôle d'Augustin jeune, et puis Franco Nero, celui d'Augustin vieillissant. Il est dans un petit peu de la mise en scène romaine de l'époque des péplums, hein. Donc c'est un film sur le plan cinématographique beaucoup plus élaboré, avec des palais, avec de la mise en scène, mais aussi des batailles, parce que c'était la chute de l'Empire romain. C'est un film, c'est une série italienne, une mini-série italienne de 6 épisodes, qui met en valeur la jeunesse et la fin de Saint-Augustin. Et c'est un film qui a quand même eu beaucoup de succès, paraît-il, d'après une production de la RAI, hein, la chaîne publique italienne. J'ai pas eu la chance de le voir. Oui, moi aussi, hein, j'ai découvert avant de venir à l'émission à travers quelques extraits et la bande-annonce et quelques articles de presse. C'est justement le problème, c'est que on ne connaît pas notre histoire. C'est un film qui raconte un petit peu un personnage historique et religieux qui a vécu à Annaba. On met en scène Annaba, on met en scène l'Algérie, mais malheureusement le film n'est pas diffusé un peu chez nous, n'est pas diffusé dans nos réseaux. Est-ce que d'après vous, on a besoin de connaître l'histoire de Saint-Augustin, parce qu'on n'en parle pas aussi dans les livres, beaucoup dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, certains le découvrent d'ailleurs à travers la visite du pape. C'est important aujourd'hui de découvrir ces personnages historiques anciens, comme on devrait découvrir d'autres personnages historiques de l'Algérie, de la période romaine aussi. On a toujours besoin de voir ce genre de film, parce qu'il véhicule un peu l'impact et l'option de l'universel. L'Algérien, ou que ce soit en Algérie ou ailleurs, ça reste toujours cette portée universelle. Pour qu'un pays soit reconnu, pour qu'un pays soit lu dans son histoire et vu dans ses films, il faudrait développer justement ce genre de films, même si ça a été fait par des étrangers. Il faudrait vraiment les faire voir à notre génération, parce qu'il faut qu'ils sachent leur histoire. Et nous, on en a dans ce pays. À partir on va parler de Juba, on va parler de Yogurta, on va parler de Massinissa. Tout ça, c'est des grands films qui doivent être, ou des séries de films. C'est là où vraiment l'identité algérienne va s'affirmer, surtout dans l'imaginaire. La terre de l'Algérie a connu beaucoup de civilisations, de dynasties, de passages étrangers, mais aussi de puissances locales, bien sûr. Toutes les périodes qu'on a vécues, que ce soit juste après la fin de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Nous, on connaît beaucoup plus la révolution algérienne et la période de l'émir, puisque la période de l'émir, il y a eu quand même 3 longs métrages importants, bien sûr, Bouamama, Ahmed Bey et Fadman Soumel. C'est les périodes de la colonisation française, mais on ne connaît pas un petit peu cette période
avant l'arrivée des colons français, la période romaine, la période ottomane qui était plus importante, 300 ans. On l'avait un peu dans la dernière reine. Oui, la dernière reine un petit peu, oui, mais ça reste la période espagnole aussi. Donc c'est toute... on a vu récemment un film espagnol qui s'appelle Cervantes, qui parle justement de Cervantes, qui a vécu en Algérie, les gens l'oublient parfois. Il est passé en Algérie, oui, bien sûr. Il faisait partie de cette... Il fait partie Don de cette Quichotte histoire. de la Mancha est passé par l'Algérie. Exact. Donc nous, on a vraiment des thématiques historiques très importantes quand parfois on passe à côté. Ouais. Donc notre cinéma devrait s'intéresser à ce genre de sujet. Mais Je tu me pense que diras en c'est- tant que réalisateur, c'est question coûteux de faire budget, voilà, on parle de exactement. budget, on parle. Mais seulement les derniers temps, enfin les 10 dernières années, là, les productions peuvent être réduites avec l'avènement du VFX, l'avènement de l'infographie, de l'image Ça reste un peu artificielle aussi. coûteux, notamment dans les costumes, Oui. dans Ça, les c'est- armes, ouais. dans les Rien que la recherche, ça demande, ça demande des voilà, années, exactement. des années de travail. Ce genre de films, ils sont importants justement de faire connaître un petit peu à la nouvelle génération les personnages historiques. Beaucoup de gens connaissent l'émir, mais ils ne connaissent pas un petit peu les façades de l'émir. Moi, personnellement, je me suis intéressé au sujet il y a longtemps, mais dès que je suis rentré dans le projet, je m'intéresse beaucoup plus, je découvre encore beaucoup plus. Par exemple, la relation de l'émir avec les chrétiens, elle est très forte, contrairement à ce que les gens pensent. Il a beaucoup de gens qui étaient proches de l'émir, étaient chrétiens. Ils ont un petit peu travaillé ensemble pour maintenir la paix, la tolérance, stopper la guerre aussi. Donc je pense que c'est très important ce genre de film parce que le cinéma montre des choses qu'on ne connaît pas. Parce que les livres, c'est bien d'écrire des livres, mais les livres ne sont pas lus par tout le monde. Exact. Alors que le cinéma véhicule beaucoup plus l'image. On le voit déjà dans sa fabrique d'armes. D'armes, oui. Il avait des étrangers avec lui. Oui, il y avait des étrangers. Donc il avait cette vision universelle. Oui, universelle. Il regardait, il n'avait pas juste à côté de lui, il ne voyait pas ce que... Les gens ne savent pas, par exemple, que les prisonniers qu'il a pris pendant les batailles qu'il a gagnées sont restés avec l'émir. Ils ne voulaient pas partir, ils sont restés. Ils ont construit des canons pour se battre contre les Français. C'est pour ça que c'est très une fort. partie de tolérance aussi. Oui, tout à Parce fait. que même le traité, je ne sais pas comment on appelle ça en Suisse, parce que quand il parle un peu des prisonniers. De Genève, oui. Voilà, de Genève. Donc ce traité, il est là, il existe, il est en cours. Oui. Et donc on voit que l'émir a devancé le traité. Voilà. C'est ce qu'on le dit. Hein. Il a bien traité les prisonniers. On avance. Mais quand même, il avait parfois plus de 100 à 200 prisonniers qui étaient bien traités et parfois partageaient la même nourriture que ces hommes. Hein. Donc, il a pris ça justement, ça c'est le fait spirituel de l'émir, comme il était basé beaucoup sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait presque tout ce qu'il faisait à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que on le voit quand il a fait son pèlerinage et qu'il a découvert la mer, le partage. Voilà, et la tolérance. Et la tolérance. Quand on veut faire un film religieux, ça reste compliqué pour le cinéma. Ce n'est pas seulement chez nous, hein. On l'a vu par de nombreux films américains, notamment La Passion du Christ ou d'autres films religieux. C'est compliqué de toucher à des sujets religieux ou des personnalités ou des prophètes. Ça reste, malgré que le cinéma, disons, fait connaître la religion. Le film Risala a fait rentrer dans l'islam plusieurs millions d'étrangers, de non-musulmans qui ont découvert l'islam à travers le film. Oui, quand on voit un peu le film de Majid Majdi, oui. Quand il est magnifique sur le plan cinématographique. Il est extraordinaire quand on voit un peu ce qu'il a fait comme décor. Mais il reste toujours les préjugés et l'idéologie qui s'installe dans les esprits des gens, parce que le 7e art, il est là pour s'exprimer.
On n'est pas là Et pour corriger juger. aussi. Et Il est corriger. plutôt corriger, Bien oui. sûr, après tant de recherches, on ne va pas faire un film sur juste quelques recherches. Donc il va y avoir un travail de commission qui va se faire même pour l'émir aussi. Il va y avoir tout un travail d'historien. Et donc quand on voit les films religieux, on reste, à part les Iraniens qui ont osé faire le film, on parle de Youssef. Youssef, C'est aussi, Youssef ils ont fait alayhi salam. Moïse aussi. Hein, Moïse, ils ont fait fait même- Moussa, bien sûr. Donc Ils ont fait Myriam. Maryam, mais les gens voient ces films. En Algérie, c'est des gens. Youssef a eu un grand succès parce qu'il grand était succès. diffusé sur la Maghreb. chaîne tunisienne Ouais. Nesma, oui. Et donc, on voit pas Le côté religieux. Voilà. Oui. Donc, il faut voir, il faut toujours aller vers l'esprit du téléspectateur, comment qu'il reçoit, Comment il reçoit. oui. il reçoit le sujet ou le film, comment il peut le voir jusqu'au bout. Et c'est important justement, le cinéma est vecteur de transmission, de communication Exactement. et d'information pour le spectateur. Donc justement, il n'y a pas l'effet inverse, hein, l'image ne ment pas. Ne ment pas, elle est là. Elle est là, donc, vivante. Elle est vivante. Et quand on voit par exemple les films comme sur Saint-Augustin, c'est beaucoup plus des films engagés, hein, parce que on n'est pas là pour montrer, faire de la promotion pour le christianisme. Le christianisme existe déjà, mais beaucoup plus pour faire découvrir un personnage. Parce que si on regarde dans le christianisme, il y a deux figures qui ont été mises à l'écran. Le Christ et Saint-Augustin. Il n'y a pas trois autres. Hein. Donc Saint-Augustin demeure une figure religieuse importante à mettre en image. Et bien sûr, il y a eu deux productions de films. Il y a eu aussi des documentaires, mais beaucoup plus des reportages que des documentaires. Je dirais même en voyant un peu l'arrivée Du pape en Algérie, on voit que si l'émir avait le même statut, il ferait la même chose. Il va passer chez les chrétiens, il va pour justement montrer cette tolérance, qu'on n'a pas de complexe. Oui. L'islam, il est là, il a ses valeurs, et le christianisme, il a toujours existé, il a ses valeurs aussi. Donc, il faut juste discuter, cohabiter avec cette Et idée. quand on parle justement de l'héritage universel, de la philosophie, de la foi, quel est le rôle du cinéma dans tout ça? Parce que le cinéma est avant tout un moyen de divertissement. C'est pas un moyen de diffuseur de foi. Ouais. Comment vous voyez justement le cinéma dans ce rôle-là? Le cinéma doit jouer ce rôle. Si on ne doit pas prendre parti, surtout en religion. Il faut voir les valeurs de ce qu'on a dans l'islam, de ce qu'on a dans toutes les religions, et pouvoir justement faire sortir les valeurs humaines. Parce que de la religion, c'est les valeurs humaines qui comptent avant tout. D'accord. Surtout les valeurs humaines. Et quand on voit un peu le parcours de l'émir, c'est ces valeurs humaines qui ont porté, qui soient universelles, qui soient un peu être une curiosité aussi pour les autres peuples, les autres religions. Et voilà, on arrive jusque le cinéma, il est là pour sans préjugés, il est là pour juste s'exprimer et donner une belle image et une perception précise de la religion. On parle surtout aussi de tête d'affiche pour bien montrer un personnage religieux ou une figure historique. Il faut quand même une tête d'affiche pour faire passer le message. Vous êtes d'accord sur ça? Ah oui, surtout pour l'émir, on espère avoir la bonne personne, surtout. Oui. Et donc, il a utilisé Mustafa Al-Aqad dans son film avec Anthony Quinn. Oui. Donc, il a réussi quand même à imposer une tête d'affiche pour faire connaître Hamza. Oui. Exactement, pour faire connaître la religion à travers justement une tête d'affiche. Si Al-Aqad n'avait pas fait passer des acteurs américains pour faire le film, Le film sera inaperçu. Ça restait dans le monde arabe et puis il ne pourra jamais être... Parce que là, c'est voir Anthony Quinn dans un rôle
d'un musulman, ça devient une curiosité, parce qu'il n'a jamais incarné ce genre de personnage. Et donc ça devient comment on va le voir, comment il va incarner ce personnage. Et donc ça devient une curiosité pour les Européens, pour Il a tellement, disons, incarné le rôle que la rumeur est sortie qu'il est entré dans l'islam. Exact, oui. Voilà, donc, on a tout de suite, hein? Exactement, il a tellement vraiment absorbé le personnage. En plus, après, il a fait Omar al-Mukhtar, qui est aussi une figure importante de la résistance libyenne et qu'il a très bien joué. Donc, c'est important quand même une tête d'affiche pour jouer le rôle d'une figure historique ou d'une figure religieuse. Ça met en valeur et ça donne de la puissance à l'image. Exactement, oui, surtout ça. Oui. C'est le tête d'affiche qui est connu, qui est déjà connu, qui a fait ses preuves aussi. Faut pas, on va prendre une star comme ça parce que c'est une star. Non, elle a des références. Elle a des références. Et je pense que beaucoup de gens commencent à imaginer un peu ce que va être l'émir. Dans le personnage de l'émir. Le personnage de l'émir. Et quand on joue aussi dans ce genre de production, il est important la mise en scène. Le réalisateur doit quand même savoir comment faire passer le message, raconter cette histoire, évaluer la force et la spiritualité du personnage. On a eu le débat justement concernant cela. On s'est dit il faut que quand même le réalisateur qui fera un film sur Saint-Augustin ou l'émir, il doit d'abord croire au personnage. Ah oui, c'est impératif. Il faut qu'il le... Vous, en tant que réalisateur, si vous ne sentez pas le personnage, vous ne le réussirez pas. C'est pas un film de commande, quoi. Ah, c'est clair, parce qu'on doit vivre avec le personnage. Oui, on va vivre avec le personnage. C'est un personnage qu'on doit présenter au monde entier. C'est pas, on va pas le présenter juste aux Algériens. C'est un personnage comme l'émir. C'est impératif. On se nourrit de ce personnage. On peut pas faire n'importe quoi surtout la diction, sur le jeu, sur la mise en scène, très importante la mise en scène. Donc il y a tellement de décors à construire et à faire valoir dans ce film que normalement ça va être un film universel, hein, ça c'est clair et net. Et donc pour revenir un petit peu à cette production séculaire sur ces personnages historiques, aujourd'hui en tant que réalisateur, vous pensez que on a un retard par rapport à certains pays. On n'a pas fait assez de films dans ce sens-là. On s'est trop engagé dans le film contemporain, dans le film un petit peu révolutionnaire, mais on ne s'est pas intéressé dans les films, disons, historiques, comme on dit avant, les films de KPDP. On ne s'est pas beaucoup, justement, on s'est pas intéressé beaucoup plus à la création de grands studios pour le faire. Les Peplum étaient là, Cinecittà était là pour justement faire valoir ces grands projets de films religieux et des films historiques. Donc nous, c'est le moment. D'accord. Alors, pour ce qui concerne justement les studios, le film historique algérien, il a commencé avec une production que j'ai beaucoup aimée à l'époque et qui pouvait être le début d'une aventure de cinéma historique. C'était Zina de Bachir Belhadj. Vous vous souvenez de cette série? Oui, vaguement. Oui. Mais quand même... on a le potentiel pour le faire. Ouais. On a les paysages, on a le climat qu'il faut, on a tout le potentiel pour faire de l'Algérie une Hollywood de l'Afrique. Hein. Il faut rêver à ça, justement, il faut vraiment y croire. Donc l'Algérie a quand même les moyens, parce que on parle du cinéma algérien comme beaucoup plus un cinéma qui s'intéresse à la guerre que un film historique. On n'a pas une tradition de film historique, contrairement aux Syriens, contrairement aux Français, contrairement aux Américains ou des Britanniques. Je pense que... Parce qu'on n'a pas un petit peu cette tradition de faire des films historiques. Parce qu'on sort en 62, c'était notre indépendance déjà. Oui, donc on s'est consacré dans le film révolutionnaire. On s'est consacré beaucoup plus à l'approche de ce qu'on a vécu comme cicatrice pendant après l'indépendance.
Maintenant, on voit le film Ahmed Bey, on voit les films qui sont sortis dernièrement. Oui. Il s'intéresse beaucoup plus. Il y a cette volonté politique aussi dans l'industrie du cinéma qui est une relance pour justement le film Abdelkader, qui va ouvrir, je pense, la voie à toutes les productions qui vont venir après sur l'histoire de l'Algérie. Justement, vous avez vu Ahmed Bey, votre avis sur ce film qui a été réalisé par un Iranien, hein, pour l'information. Oui, on voit que il y a eu quand même un travail de fond qui a été fait, et on le voyait à l'image, bien que il y a quelques imperfections au niveau de l'infographie aussi, qui était n'a pas été finalisé. Finalisé à 100%. Donc je pense que ce genre de films doivent exister. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, merci Mohamed Kettita. Je rappelle que vous êtes réalisateur. Vous avez réalisé notamment votre dernier film, c'était Les Amants d'Alger, qu'on a vu, qui était aussi une production très importante. Je rappelle que vous avez fait un documentaire sur l'émir Abdelkader en tant que premier assistant, Helm al-Nusur, le rêve des faucons. Donc c'est un titre qu'on pourrait donner au film, film de l'émir. Oui. Parce qu'il y a le scénario de Serge Michel, Le Faucon Blanc. Hein. Ah bon? Donc ça a peut-être été inspiré de ça. Ça dépend du scénario de toute façon. Ben, merci beaucoup Mohamed. C'est moi qui vous remercie. Participation à l'émission Ciné-Mémoire, bien sûr animée par votre serviteur Selim Agar. Merci à toute l'équipe derrière la vitre, notamment le réalisateur Belkacemi. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème et toujours dans la mémoire du cinéma.